Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous attendons présentement la conférencière qui devrait arriver dans quelques minutes. Donc, restez avec nous. Nous débuterons dans quelques minutes sans plus tarder. Merci. Allô? Oui, bonjour, Dr. Lau. Nous sommes Excusez-moi. présentement en onde. Bonjour. Oui, bonjour, Dr. Lau. Oui. M'entendez-vous? Oui. Parfait. Donc, nous sommes en onde et allons débuter dans quelques secondes. OK. Merci de votre présence. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire de cancer de l'ovaire intitulé Cancer de l'ovaire 101, présenté par la docteure Cécile Lau. Mon nom est Esteban Bongiovanni, directeur de Cancer de l'ovaire Canada au Québec, et je suis ravi de pouvoir vous accompagner ce midi. La conférence durera approximativement 35 minutes et sera suivie d'une période de questions que vous pourrez soumettre tout au long de la présentation par l'entremise de la boîte de dialogue qui se trouve au-dessus de l'écran. N'oubliez pas que la conférencière ne peut répondre à aucune question médicale d'ordre personnel et veuillez vous assurer que l'écouteur de votre ordinateur est allumé et que le volume est approprié. Ainsi, nous recevons la docteure Lau. Je vous la présenterai brièvement, puisque nous sommes reconnaissants et aussi honorés de pouvoir compter sur sa présence aujourd'hui. Dr. Lau est professeure adjointe nommée au département d'oncologie et d'obstétrique et de gynécologie de l'Université McGill. Elle a obtenu son diplôme de médecine à l'Université McMaster à Hamilton, en Ontario. Elle a ensuite complété sa résidence en obstétrique et gynécologie à l'Université McGill à Montréal, au Québec, et est devenue certifiée au Collège royal en obstétrique et gynécologie. Par la suite, elle a complété un programme et à la fin de sa formation clinique à l'Université de Montréal en 2003, elle était retournée au Centre Université de McGill à titre d'oncologue gynécologue. Elle s'est jointe à la division d'oncologie gynécologique du Centre de cancérologie Segal, Hôpital général juif, en 2005. Et elle a obtenu une maîtrise en épidémiologie et biostatistique de l'Université McGill en 2008. Elle est aussi présidente du regroupement des oncologues gynécologues du Québec et directrice de la division d'oncologie gynécologique de l'Université McGill. Donc, encore une fois, nous sommes privilégiés de l'avoir avec nous aujourd'hui. Sans plus tarder, je cède la parole à Dr. Lau. Merci. Merci et bonne journée. Bienvenue à cette webinaire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut commencer les diapos? OK. Donc, c'est vraiment un privilège aujourd'hui pour moi de vous présenter cancer de l'ovaire 101. Donc, au point de vue conflit d'intérêts, je lis des essais cliniques parrainés par l'industrie avec les compagnies suivantes.
Mais par rapport de ça, ça concerne un petit peu moins qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Les objectifs de cette webinaire aujourd'hui, c'est de discuter qu'est-ce que le cancer de l'ovaire, l'épidémiologie de ce cancer-là, les facteurs de risque et aussi comment les femmes vont présenter avec des signes et symptômes de cette maladie. C'est quoi le diagnostic et les investigations, aussi les traitements, et on va parler un mot, les tests génétiques. Donc, le cancer épithélial de l'ovaire, c'est un cancer qui se forme dans les tissus recouvrant l'ovaire. Ça veut dire une des deux glandes reproductrices femelles dans lesquelles les œufs sont fabriqués. La plupart les cancers de l'ovaire sont des cancers épithéliaux de l'ovaire de type histologique séreux et séreux de haut grade. Le cancer de la trompe de Fallope, ici, ou le cancer péritonéal primaire sont similaires au cancer épithélial de l'ovaire et sont mis en scène et traités de la même manière, aussi appelé cancer épithélial ovarien. Et maintenant, on pense aussi au point de vue de la science que la plupart des cancers séreux de haut grade de l'ovaire, actuellement, ça arrive les trompes de Fallope. Les cellules anormales arrivent des trompes de Fallope. Donc, au point de vue épidémiologie, le cancer d'ovaire, le plus souvent, est diagnostiqué dans les femmes entre les âges de 50 et 65. Chaque année, on a environ 2800 nouveaux cas de cancer de l'ovaire. Ça veut dire une femme sur 69 peuvent être affectées ou diagnostiquées avec un cancer de l'ovaire chaque année. Et malheureusement, 1800 femmes meurent d'un cancer de l'ovaire chaque année. Ça veut dire une femme sur 100. La survie globale de cette maladie, à 5 ans, c'est environ seulement 44%. Et ça, c'est selon les statistiques canadiennes du cancer. C'est quoi les facteurs de risque? Les facteurs de risque sont des facteurs qui peuvent associer, qui peuvent peut-être causer le cancer de l'ovaire. Et les facteurs connus, le plus important, c'est des antécédents familiaux de cancer de l'ovaire. Aussi, les gens qui sont porteuses des mutations des gènes de BRCA ou BRCA ou Breast Cancer Genes sont à plus de risque. Il y a aussi des autres syndromes du cancer familial comme le syndrome de Lynch, qui est plus vers les patientes qui ont le cancer de l'endomètre, cancer du côlon, ainsi que cancer du sein et l'ovaire. Les femmes qui n'ont aucune grossesse ni aucun accouchement sont à plus de risque aussi, ainsi que les patientes déjà connues pour les antécédents personnels de cancer du sein. Il y a une population des patientes comme les descendances juives ashkénazes et aussi au Québec, la population francophone du Québec qui sont plus à risque d'avoir des mutations qui prédisposent à ce cancer-là. Les autres facteurs comme la hormonothérapie substitutive, tabagisme, amiante et endométriose sont aussi des facteurs de risque connus, mais moins comme l'histoire familiale. Comment les patientes vont présenter avec leurs symptômes? Sur le côté droit, vous avez toute une liste qui est longue pour beaucoup des symptômes possibles. Mais le plus important de savoir, c'est que la plupart du temps, les symptômes sont très vagues. Et à cause de ça, le stade du cancer est presque toujours avancé lors de la présentation.
malheureusement, pour le cancer de l'ovaire, pour les femmes qui n'ont pas des symptômes, il n'y a aucun test de dépistage qui est fiable. Mais pour les femmes qui ont déjà des symptômes, comme décrit sur le diapo ici, c'est toujours suggéré de voir votre médecin et d'avoir des investigations pour les symptômes. C'est quoi ces investigations-là? Comment on a diagnostiqué le cancer de l'ovaire? Ça commence toujours avec les antécédents médicaux et un examen physique. Suite de ça, on peut toujours faire les échos pelviennes, les tests de marqueurs tumoraux dans le sang. Le plus commun connu, c'est le CS125 ou les CT scans, le scanner tomodensitométrie ou la résonance magnétique. Parfois, si les lésions sont localisées ou même avancées, des fois, ça nécessite une chirurgie comme la laparoscopie pour être capable de diagnostiquer le cancer. Et par laparoscopie, on peut toujours faire une biopsie des lésions pour diagnostiquer le cancer. Des fois, avec le scan ou la résonance magnétique, si on a détecté qu'une tumeur dans l'ovaire est déjà sortie l'ovaire avec les autres lésions à part l'ovaire, soit l'épipluon ou ailleurs dans le ventre, des fois, on peut demander le radiologiste de faire une biopsie. Ou bien, des fois, on peut avoir du liquide dans l'abdomen et on peut faire la parasynthèse pour enlever le liquide dans le ventre pour encore diagnostiquer le cancer. Finalement, les autres tests comme la radiographie pulmonaire, la coloscopie, ça nous aide de savoir où est-ce que le cancer est pour aussi exclure les autres cancers comme les cancers intestinaux qui peuvent faire des métastases sur les ovaires. Finalement, un autre test qu'on peut faire, c'est le TEP scan pour voir par médecine nucléaire s'il y a des lésions à part les ovaires. Avec les tests qui sont faits, des fois, on a une indication ou une forte suspicion du cancer, même si le diagnostic n'était pas déjà fait. Donc, avec une échographie ou un scan qui a montré évidence d'acide, ça veut dire liquide dans le ventre, ou évidence de déjà une maladie abdominale ou à distance, ou avec une augmentation de CS125, c'est toujours suggéré de référer ces femmes-là vers un oncologue gynécologique ou un gynécologue-oncologue. C'est quoi un gynécologue-oncologue? Ce sont des gens qui sont formés spécialement pour traiter le cancer gynécologique. La raison on vous suggère de ça, c'est parce qu'il existe des preuves que le pronostic est amélioré lorsque la stadification et la cytoréduction, comme la chirurgie, des cancers ovariens épithéliels sont effectués par un gynécologue-oncologue. Maintenant, on va parler un petit peu le traitement. Le traitement peut être chirurgicalement ou médicalement. Si on parle de la chirurgie, c'est quoi le rôle de chirurgie pour cette maladie-là? Premièrement, c'est pour obtenir des tissus pour confirmer le diagnostic du cancer de l'ovaire. Et deuxièmement, c'est pour évaluer l'étendue de la maladie, ça veut dire la stadification du cancer. Et le but, l'objectif, la chirurgie est toujours, si possible, c'est une cytoréduction optimale. Ça veut dire qu'il faut enlever tout le cancer qu'on peut voir ou on peut toucher ou palper. Mais tout ça, ça dépend des fois le désir de fertilité de la patiente. Parce que des fois, si
on a des patients jeunes avec une masse ovarienne, la question est toujours qu'est-ce qu'on fait? Pour les patientes qui veulent préserver la fertilité, toujours on essaie de faire la chirurgie dans 2 étapes. Ça veut dire, la première procédure pour la chirurgie, c'est d'enlever peut-être l'ovaire et trompe qui est affecté, ou bien des fois juste enlever le kyste ovarien chirurgicalement et de faire la stadification, analyser les ganglions et aussi l'épipluon pour voir s'il y a du cancer. Parce que s'il y a du cancer, dans une deuxième étape, on peut compléter la chirurgie avec une hystérectomie, enlever l'autre ovaire et trompe et essayer la cytoréduction au complet. Pourquoi on fait ça? Parce que des fois, si on envoie l'ovaire affecté en pathologie, un examen extemporané, ça veut dire un examen bref dans le salle d'op, ne peuvent pas toujours nous dire s'il y a du cancer. On peut tromper 15 à 30% du temps. Donc, pour les femmes qui veulent garder la fertilité, on n'enlève pas l'autre ovaire ou trompe, ni l'utérus, si on n'est pas sûr que c'est du cancer. Parce que dès qu'on enlève un organe, on ne peut pas le remplacer. Mais pour les femmes qui sont déjà en ménopause, qui ne désirent pas d'avoir la fertilité, on peut toujours faire toute la chirurgie à la même temps, enlever les 2 ovaires et trompes et l'utérus, faire l'examen des ganglions et épipluons et enlever le plus possible du cancer. Et comment on fait la stadification? La stadification du cancer, c'est décrit ou classe un cancer en fonction de la quantité de cancer présente dans le corps et de son emplacement lors du diagnostic initial. Donc, on peut faire ça chirurgicalement pour enlever le tissu qui était affecté et analyser ça. Mais dès qu'on a déjà une biopsie qui a confirmé le cancer, si on a évidence de façon radiologiquement, comme les CT scans ou le TEP scan qui a montré le cancer ailleurs que l'ovaire, on peut aussi faire la stadification radiologiquement. En général, la stadification dans le stade 1, ça inclut une tumeur limitée aux ovaires. Stade 2, c'est le cancer qui est étendu au pelvis, au bassin. Le stade 3, c'est les métastases péritonéales. Le péritoine, c'est la couche des cellules qui recouvre tous les organes dans l'abdomen et le bassin. Et aussi, le stade 3 inclut les ganglions métastatiques aussi. Et le stade 4, c'est plus à distance. Ça veut dire soit une métastase dans le foie, dans les intestins, ou peut-être ailleurs dans les poumons ou des épanchements pleurales. Donc, en général, le stade 1 et le stade 2 sont assez localisés et ça arrive peut-être dans 15% du temps. La majorité du temps, ça veut dire presque 80%, les patients présentent avec leur cancer dans le stade 3 ou stade 4. Ça veut dire le cancer qui est déjà propagé dans la cavité abdominale avec les ganglions ou à distance. Au point de vue de la chirurgie, on a parlé de la chirurgie au début. Ça, c'est la chirurgie primaire. La chirurgie primaire, c'est le but d'enlever toute la tumeur, une cytoréduction au moins jusqu'à 1 cm de maladie résiduelle. Ça veut dire, si possible, on essaie d'enlever tout, mais au moins,
on veut descendre jusqu'à le diamètre maximal d'une tumeur qui reste après la chirurgie, c'est moins 1 cm. Sinon, si ce n'est pas possible d'enlever tout, au moins de retirer les ovaires pour le diagnostic et la tumeur qui est dans l'épipluon pour contrôle des symptômes. Des fois aussi, on a besoin de faire la résection intestinale ou une splénectomie uniquement si pour une élimination optimale du cancer. Mais pour les patientes qui ont déjà les scans ou évidences radiologiquement que le cancer est trop avancé pour être capable d'enlever primairement, on peut aussi faire la chimio néoadjuvant. La chimio néoadjuvant, ça veut dire qu'on a déjà une biopsie qui a montré le cancer de l'ovaire, mais on va commencer avec la chimio au lieu de la chirurgie pour diminuer le taux de cancer dans l'abdomen et bassin. Et en ce moment-là, la patiente, normalement, va recevoir 3 ou 4 cycles de chimio avant d'avoir une chirurgie. Et la chirurgie va avoir le même but, une cytoréduction, mais au moins jusqu'à une maladie résiduelle de moins 5 mm. Sinon, au moins de retirer les ovaires et l'épipluon pour contrôler les symptômes. Et la résection intestinale et splénectomie est toujours possible, mais encore, c'est pour être capable d'éliminer optimalement le cancer. Après la chimio néoadjuvant et la chirurgie, il y a encore du chimio. Pourquoi on veut faire enlever tout le cancer? Parce que selon cette graphe-là, c'est évident que le moins de tumeurs qu'on reste chirurgicalement, le meilleur la survie pour la patiente. Donc, the lower, the better. Toujours le but de la chirurgie, c'est d'enlever le plus possible. Ici, je vais faire un petit résumé du traitement initial du cancer épithélial de l'ovaire par stade. Donc, dans les stades 1A ou stade 1B, grade 1 ou 2, ce sont des tumeurs qui sont moins agressives. Les stades précoces, après la chirurgie pour enlever la tumeur, on peut des fois observer. Mais malheureusement, la plupart des cirrhoses, les cancers d'ovaire qu'on parle habituellement, c'est des grades 3. Ce sont des cellules très agressives. Donc, malgré un stade précoce, stade 1A ou 1B, grade 3, ça nécessite déjà le traitement de chimio après la chirurgie, même si tout est éliminé. Si on parle de stade 3, qui a eu la chirurgie primairement et optimale, ça prend aussi la chimiothérapie, soit intraveineuse ou directement dans le ventre, qu'on s'appelle chimio intrapéritonéale ou des essais cliniques. Pour les patientes qui ont eu la chirurgie primairement, mais sous-optimisée, ça veut dire il y a la maladie résiduelle plus que 1 cm, les options suivantes, c'est la chimio intraveineuse ou les essais cliniques. Donc, le traitement médical, c'est comprise la chimio intraveineuse en première ligne. C'est une combinaison de 2 médicaments, carboplatin et le paclitaxel, qui est souvent donné par l'intraveineuse tous les 3 semaines pour au moins 6 fois. Aussi, on a parlé de la chimio intrapéritonéale directement dans le ventre pour les patientes qui ont eu soit la chirurgie optimale premièrement
ou pour les patientes qui ont eu la chimio néoadjuvante, mais aussi une chirurgie optimale par après, on peut donner la chimio combinée avec l'intraveineuse et la chimio intrapéritonéale chaque 3 semaines. Et la chimio intrapéritonéale, ça inclut le suivant. Ça inclut le cathéter intrapéritonéal on doit poser. Souvent, c'est en dessous le côte, en dessous le pot, au-dessus le côte. Et il y a aussi la tube qui rentre directement dans le ventre. Comme ça, on peut injecter la chimio dans le pot, juste en dessous le pot, et ça coule directement dans le ventre. Pourquoi on veut faire la chimio intrapéritonéale? Parce que si les patientes ont déjà eu la chirurgie complète et optimale, il y a un essai en 2006 qui a montré que la survie sans progression, c'est environ presque 6 mois de mieux et la survie globale, c'est environ 16 mois de mieux avec la chimio intrapéritonéale. Les options de chimio, le traitement au point de vue chirurgie et la façon qu'on fasse la chirurgie, ça c'est toujours quelque chose à discuter avec votre gynécologue-oncologue. Parce que c'est sûr, il y a plusieurs façons de traiter le cancer d'ovaire et comment est optimal pour chaque patient, c'est devrait discuter avec le gynécologue-oncologue. Mais si on est capable de finir toute la chirurgie et la chimio par après, qu'est-ce qu'on fait après? C'est la surveillance. La surveillance peut être un examen physique chaque 3 ou 4 mois pour les premiers 2 ans. Et dès que la maladie peut revenir la majorité du temps, dans 2 ans, ça prend un suivi plus proche pour les premiers 2 ans. Suite de ça, normalement, on fait les suivis chaque 6 mois jusqu'à 5 ans et 1 fois par année après ça. Avec les visites, on peut déjà faire les marqueurs tumoraux ou on peut attendre de faire les marqueurs tumoraux jusqu'à il y a des symptômes. Les examens comme les CT scans ou le TEP scan peuvent être faits des fois chaque 6 mois ou au besoin, ça veut dire quand les patients vont avoir des symptômes. D'autres choses comme radiographie pulmonaire peuvent être faites de temps en temps. Et pour les femmes qui ont gardé l'utérus, qui ont gardé la fertilité, soit chaque visite ou au moins annuellement, ils peuvent avoir leur test de PAP encore. La mammographie est toujours suggérée tous les ans après 40 ans pour les femmes, mais aussi celui qui est diagnostiqué avec le cancer de l'ovaire parce qu'on se voit assez souvent aussi le cancer du sein. Donc, globalement, c'est quoi la trajectoire des soins pour le cancer de l'ovaire? Cette diapo, c'est grâce à Dr. Diane Provencher. Et la trajectoire, c'est le suivant. Après le diagnostic de carcinome ovarien, l'évolution clinique suit généralement une voie qui comprend la chirurgie cytoréductrice et plusieurs cycles de traitement de chimiothérapie si la maladie progresse. Pour faire la distinction entre la thérapie de consolidation et la thérapie d'entretien, la consolidation implique un cours très court et d'une forme différente de thérapie. Et de la maintenance implique un cours plus élaboré d'un type de thérapie similaire. Chaque traitement est une accumulation de toxicité. Le traitement est une chirurgie cytoréductrice et une chimiochimie à base de platine
soit intraperitonéale ou intraveineuse, et une forte proportion de patientes atteignent une rémission complète. Malheureusement, la maladie se caractérise par de multiples rechutes. La maladie sensible au platin est un traitement avec la même chimio à plusieurs reprises, avec les intervalles raccourcis sans maladie à chaque fois que le régime de platine est utilisé. En raison du début de la résistance aux médicaments, jusqu'à ce que le patient ne réponde plus au traitement. La maladie résistante au platin est traitée avec de nouveaux agents ou des essais cliniques. Mais chaque récurrence signifie également une accumulation de toxicité. Donc, ce n'est pas une trajectoire qui est facile pour nos patientes. Maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu du test génétique. BRCA ou BRCA et les gènes associés jouent un rôle important dans la prédisposition à la maladie ou le cancer et aussi la réponse au traitement. Les gènes BRCA1 et BRCA2 produisent des protéines qui aident les cellules à réparer l'ADN endommagé. Le risque accru de cancer du sein et de l'ovaire, c'est là tout au long de la vie. Il y a 10 à 15% des cancers de l'ovaire surviennent chez les femmes présentant des mutations BRCA. Et pour les femmes qui atteignent d'une mutation BRCA, il y a 15 à 65% qui auront un cancer de l'ovaire. Donc, identification des mutations BRCA à la fois dans l'hérédité et dans la lignée germinale, ça veut dire les mutations germinales, et survenant dans la tumeur des mutations tumorales a une très importante implication présentement de façon médicale. Parce que maintenant, on a des nouveaux médicaments appelés des inhibiteurs du PARP qui freinent la croissance des cellules tumorales mutées par BRCA. Et présentement, les femmes atteintes d'un cancer de l'ovaire sérieux de haut grade qui hébergent des mutations BRCA sont candidates à ces médicaments. Donc, l'objectif de test génétique maintenant, c'est de faire ces tests-là chez toutes les femmes atteintes d'une tumeur maligne épithéliale pelvienne de haut grade. Le test lui-même, le test mutation germinale, est considéré comme un utile de dépistage pour les familles des patients dans le cadre d'une stratégie de prévention. Ça veut dire, pour les femmes qui ont cette mutation germinale, pour les autres membres de la famille, ils peuvent aussi avoir ce test du sang. Et si les autres membres de la famille sont aussi porteuses de cette mutation, il y a des options présentes, comme les stratégies de prévention, la chirurgie prophylactique et identification des autres cancers avec lesquels ils ont prédisposé. Donc, avec toutes les données qu'on a récemment, il y a un programme que la Société canadienne en oncologie gynécologique, il y a un programme qui est proposé, BRCA-TOT, ou un dépistage des tumeurs BRCA qui est proposé par cette société. Donc, on sait que la test germinal, la prise du sang, ça prend
conseiller génétique et ça prend beaucoup plus de temps. Donc, si on commence avec les patientes déjà ayant du cancer de séreux de haut grade, si on teste le cancer pour la mutation de BRCA, un résultat positif peut éclairer les décisions concernant les traitements ciblés tels que les inhibiteurs de PARP. Un résultat positif, ça veut dire une mutation de BRCA, peut déclencher des tests germinaux opportunistes pour déterminer si la mutation est présente dans la lignée germinale et peut également être présent chez les membres de la famille qui ont ensuite la possibilité d'envisager des options de réduction du risque du cancer. Mais un test négatif sans avoir la mutation BRCA suggère fortement, sans garantie, une absence de mutation héréditaire de BRCA, fournissant ainsi une mesure de réconfort aux patients et à leurs proches. Donc, malgré le fait que le cancer de l'ovaire est une maladie largement mortelle, il est important de garder l'espoir. Nous avons maintenant la capacité de détecter certaines patientes qui peuvent être prédisposées à ce cancer et ils peuvent être évités par une chirurgie prophylactique chez ces femmes, enlever les ovaires rétrants, et ils peuvent être aussi dépistés pour d'autres types de cancer. Présentement, nous avons de nouveaux agents ciblés tels que les inhibiteurs de PARP qui confèrent une chance de retarder ou de prévenir une récidive ou une progression chez les femmes porteuses de la mutation BRCA dans leur tumeur ou dans leur lignée. Finissons donc sur cette bonne note, sachant que la recherche a progressé et qu'elle est en cours. Un jour, nous n'aurons plus à parler de ce cancer. Donc, je veux que vous allez tous garder l'espoir, va être éduqués et si vous avez des symptômes, c'est très important d'avoir des investigations nécessaires pour les symptômes et si nécessaire aussi une consultation vers un gynécologue, oncologue pour traiter ce cancer-là. Maintenant, je vais retourner le podium à Esteban et on peut prendre des questions. Merci beaucoup, Dr. Lau. Et procédons donc à la période des questions. Donc, la toute première, Dr. Lau, c'est à savoir quels sont les différents types, les sous-types, d'ovules, en quoi sont-ils différents et pourquoi répondent-ils différemment au traitement? Oui, donc la plupart du cancer de l'ovaire qu'on parle habituellement, c'est de type de séreux de haut grade. Donc, ça, c'est le plus agressif comme cancer de l'ovaire, avec mortalité très haute. Mais il y a les autres types de cancer. Il y a le type de séreux de bas grade. Il y a aussi le type mucineux, que souvent peuvent arriver soit les intestins ou les autres cellules similaires. Il y a aussi le cancer de type endométrioïde et le tissu histologiquement cellulaire. Le type cellulaire et endométrioïde, souvent, ça arrive des cellules qui sont plus similaires de l'endomètre dans l'utérus. Et c'est sur ces types de cancers, les tumeurs de bas grade, les cellules claires, aussi mucineux, ça se peut présenter des fois à un stade précoce. La majorité des cancers séreux de haut grade, par contre, ça présente avec un stade avancé. Donc, quand on parle des traitements,
On parle souvent des traitements avec séreux de haut grade parce que le plus commun qu'on se voit. Et ce sont des patientes qui répondent souvent très bien dans la première ligne de chirurgie et chimio avec une rémission. Mais malheureusement, c'est la maladie qui va récidiver le plus souvent. Les autres types de cancer, le mucineux, le cellule claire, le séreux de bas grade ou endométrioïde, qui est souvent diagnostiqué peut-être à une étape plus précoce, a une meilleure réponse souvent au traitement avec la chirurgie et peut-être la chimio, et le pronostic est mieux. Donc, le type du cancer histologiquement est extrêmement important de savoir parce qu'il y a un impact sur les traitements et le pronostic aussi. Merci, Dr. Lau. Question suivante. Qu'est-ce que la kiniosensibilité et la résistance à la chimio et pourquoi est-elle si importante? Okay. Donc, on parle de sensibilité aux chimios et si les cancers sont sensibles aux platines. Ça veut dire, la platine, c'est un des chimios qu'on utilise et c'est celui-là qu'on utilise le plus souvent parce que la plupart des cancers séreux de haut grade vont répondre aux chimios à base de platine. Et ça veut dire le cancer va réduire avec ce type de chimio et souvent, en première ligne, on peut avoir une rémission au complet. Mais la plupart du temps, le cancer va revenir. Et si le cancer va revenir en dans 6 mois, ça veut dire peut-être c'est un cancer qui est moins sensible aux platines et peut-être moins sensible aux chimios en général. Et il faut changer le traitement. Donc, on ne peut pas utiliser le même genre de chimio des fois, pas la platine. On utilise des autres types de chimio ou les autres agents ciblés. Et ce sont des patients qui est mieux d'avoir des essais cliniques. Merci, Dr. Lau. Prochaine question. Quels sont les inhibiteurs PARPC et comment fonctionnent-ils? Aussi, je me permets un complément d'information de dire qu'à l'heure actuelle, l'Imparsa a été approuvé et financé au Québec comme traitement d'entretien pour ce cancer récurrent de l'ovaire, mais que le financement n'est pas encore disponible par l'entremise du gouvernement, mais plutôt par l'entremise du programme de soutien aux patients d'AstraZeneca. Oui. Donc, au point de vue les inhibiteurs du PARP, on a déjà parlé un petit peu de ça pendant la présentation. Donc, pour les femmes qui sont porteuses de façon germinale dans le sang de cette mutation-là, et aussi les femmes peuvent être porteuses de cette mutation dans leur tumeur, on sait les inhibiteurs du PARP peuvent des fois soit traiter le cancer ou prévenir une récidive du cancer et on peut utiliser comme un traitement pour maintenir. Et on sait que les patientes qui ont déjà traité qui sont déjà traitées avec leur récidive, qui sont sensibles au platin, peuvent avoir des inhibiteurs du PARP comme maintenir, payés par le gouvernement. Pour les patientes qui ont déjà subi seulement la première ligne de chimio, qui n'ont pas déjà eu une récidive, on a déjà des essais qui ont montré une efficacité et un délai d'avoir soit une progression ou récidive du cancer avec les inhibiteurs du PARP. Et présentement, ce n'est pas payé par le gouvernement, mais il y a plusieurs patientes au Québec qui ont déjà eu ces médicaments après la première ligne de chimio qui est déjà approuvée par le gouvernement, même s'ils n'ont pas un programme déjà établi.
Parfait. Merci, Dr. Lau. Et je crois que nous avons une dernière question ici. Est-ce que les kystes ovariens complexes devraient être opérés par un gynécologue oncologue? OK. Donc, il y a une façon des fois de faire un dépistage de ça. Des kystes complexes, ça dépend c'est quoi on trouve avec les kystes complexes parce que le mot complexe, c'est difficile des fois à expliquer. Si dans l'échographie, ils ont des caractéristiques qui est suspect pour le cancer, comme les composants solides et avec le Doppler échographique qui a montré peut-être bas résistance dans les vaisseaux sanguins, ou s'il y a un CA125 élevé, ou déjà évidence de maladie en dehors de l'ovaire, certainement, ces patients devraient être envoyés au gynécologue oncologue. Pour les kystes complexes en général, ça dépend si la suspicion est fortement pour le cancer de l'ovaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait juger par soit le médecin de famille ou aussi le gynécologue général. Toujours, ils peuvent demander une consultation par le gynécologue oncologue pour les kystes complexes de l'ovaire. Et si, au moment de la consultation, le gynécologue oncologue peut décider si ça semblerait quelque chose de plus bénigne qui peut être opéré par les gynécologues généraux ou c'est quelque chose plus avec une suspicion du cancer que le gynécologue oncologue va opérer lui-même. Merci, Dr. Lau, et je profite encore une fois pour vous remercier de votre présence et de votre présentation si édifiante. Un grand merci aussi à tous les participants auxquels nous prions de remplir le formulaire d'évaluation qui sera envoyé demain, tandis que le e-parlien de ce webinaire sera disponible dès la semaine prochaine. Aussi, vous recevrez le lien au sondage pour le NIAP-ARIV. Le gouvernement fédéral évalue la possibilité de financer cet inhibiteur de PRP. Donc, les personnes ayant une récidive et qui ont pris le Niaparib sont visées afin qu'elles puissent partager leur expérience avec les cancers de l'ovaire et les traitements subséquents. S'il vous plaît, allez voir le sondage lorsque vous recevrez le lien. Nous vous invitons également à consulter les informations pour les prochains webinaires qui seront disponibles très bientôt. Et celui-ci se tiendra en 2020. Et d'ici là, nous vous invitons à consulter et à visiter Ovédialogue, notre communauté de soutien en ligne. Donc, un grand merci et en vous souhaitant de très joyeuses fêtes. Merci. Joyeuses fêtes à tout le monde. Merci, Dr. Lau. Merci.